Pour évoquer la question de l'éco-innovation, l'éco-conception, nous avons avec nous Bénédicte Dolizé, Catherine Hung et Tony Foglia. Bénédicte Dolizé est chargée de mission éco-innovation à l'Hardy Bourgogne, je vais y revenir. Catherine Hung est chargée d'études bâtiments santé pour le CEREMA, la direction territoriale Centre-Est, département du laboratoire d'Autun. On reviendra sur d'ailleurs l'activité de ce laboratoire d'ici quelques instants. Et puis Tony Foglia est responsable d'études, docteur en économie de la santé. Et nous parlons avec lui de l'Observatoire régional de la santé d'ailleurs. Voilà, alors Bénédicte Dolizé, peut-être ce qui serait intéressant, donc vous représentez cette maison régionale de l'innovation. Alors l'ARDI, c'est l'agence régionale de développement de l'innovation et de l'économie, c'est la fusion de l'agence de l'innovation et de l'agence de développement économique de Bourgogne. Un rappel rapide mais efficace de ce qu'est l'éco-conception. Bonjour à tous. L'éco-conception, en fait, ça consiste à considérer un produit ou un service. Ça fonctionne très bien aussi pour tous les services associés au produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Je pense que chacun imagine un peu le cycle de vie avec les matières entrantes, la phase de conception-construction, la phase de transport, la phase d'utilisation, très intéressante. Et je pense que vous en avez beaucoup parlé déjà ce matin en ce qui concerne le bâtiment. La phase d'occupation du bâtiment et puis la fin de vie en essayant de boucler la boucle autant que faire se peut. C'est donc une approche multi-étapes. Ça permet un petit peu de dézoomer, de ne pas rester sur sa conception pure et dure du produit. Et c'est une approche multicritère. On peut considérer plusieurs critères environnementaux, tels que tous les critères liés aux matières premières, mais aussi pendant la durée de vie, toutes les émissions que peuvent générer le produit, qui peut être un meuble, ou jusqu'au bâtiment, voire au-delà. Et souvent, c'est ce qu'on essaye de promouvoir et de mettre en place avec les entreprises qui veulent se lancer dans la démarche, c'est une étape multi-acteurs. On ne considère pas seulement le fabricant ou l'utilisateur du produit, mais tous les intervenants en amont, qui sont des fournisseurs, des concepteurs, etc. Et puis tout ce qui va se passer en aval. Donc, vraiment, s'il faut résumer, c'est quelque chose qui permet de prendre un peu du large par rapport aux enjeux environnementaux et par rapport aux enjeux propres aux produits. Alors, vous êtes sur ces questions d'éco-conception, d'éco-innovation, sur énormément de champs, pas uniquement le bâtiment. Ce matin, on a évoqué déjà cette thématique du fait effectivement de l'émission de polluants par les matériaux du bâtiment. Alors ça peut être les matériaux eux-mêmes, on l'a vu, aussi les produits de mise en œuvre. Il y a les questions, il y a le mobilier qui est intéressé aussi par cette question. Il y a les produits du quotidien. Est-ce qu'il y a des exemples en Bourgogne où justement vous êtes amené à vous pencher aux côtés d'entreprises sur l'amélioration de conception qui vont permettre d'aller travailler à la source finalement cette question de la qualité de l'air intérieur? Oui, et puis pour certaines entreprises, c'est juste un enjeu majeur et un enjeu commercial, quoi. Un exemple vraiment très parlant, c'est l'entreprise Simir, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui se trouve en Saône-et-Loire et qui fabrique du mobilier dédié à l'usage scolaire. Donc ils ont eu un gros travail sur tout ce qui concerne les émissions de COV de leurs produits, et ils ont beaucoup travaillé la finition, mais aussi ils ont travaillé sur les matériaux constituant vraiment le produit, donc avec un minimum de colle, etc. Pour eux, ça va au-delà de l'enjeu environnemental. C'est carrément un enjeu au point de vue des arguments de vente. Et puis on a travaillé aussi avec, là aussi, je trouve que le hasard fait que c'est aussi en Saône-et-Loire, le laboratoire Célande,
qui fabrique des produits d'hygiène pour les mains, donc du savon typiquement qui est utilisé dans les bâtiments. Alors pourquoi je cite cet exemple qui n'est pas directement lié au bâtiment là, mais on peut aussi travailler sur des produits ménagers et ce type de produits qui sont indirectement liés au bâtiment mais qui sont directement liés à la vie dans le bâtiment. Et là aussi il y a des tas de choses à faire et des choses très payantes aussi bien pour l'entreprise en direct que pour l'environnement globalement et surtout pour l'usager. Un domaine aussi qui a beaucoup changé, beaucoup évolué, c'est le domaine des peintures, des vernis. On évoquait ce matin, alors non seulement les produits d'entretien ou les produits d'hygiène, mais également dans les polluants qu'on a listés ce matin, il y avait, alors on les voit plus maintenant, mais il y avait effectivement ces vernis, ces cols et surtout les peintures aussi. Oui, et en Franche-Comté, l'entreprise V33 travaille beaucoup aussi sur ces aspects et sur les écolabels qui sont liés aux peintures. Qui sont directement, dans le cahier des charges, on a des choses très claires sur les émissions de COV. Et là aussi, c'est en plus un enjeu commercial important parce que des entreprises comme celle-ci ont leur marque propre et puis on les marques aussi distributeurs qui sont vraiment moteurs pour faire évoluer les choses dans ce sens-là. Et on trouve très peu, il me semble maintenant, de peintures qui ne soient pas au minimum éco-labellisées, mais on a des entreprises qui veulent vraiment aller au-delà du label et parfois sur des produits comme ceux-là, vraiment sur les aspects qualité de l'air intérieur, on a dépassé un petit peu justement la question de l'image environnementale que certaines entreprises voulaient finalement s'adjoindre en faisant figure de bon élève, ce qu'on appelle le greenwashing. Est-ce qu'on a dépassé ça? Est-ce qu'on est vraiment sur une vision plus stratégique qui est vous qui êtes à la croisée justement de l'innovation et de l'économie avec Hardy? Est-ce qu'on a le sentiment que finalement il y a une vraie conviction derrière? Ou ça va être plus un affichage, j'imagine que tous les cas existent, mais... Oui, non mais en fait vraiment oui, voilà, tous les cas existent. On a encore malheureusement quelques personnes qui n'y croient pas et qui veulent faire du greenwashing, mais ça reste quand même, à mon avis, on n'est pas dans les gens les plus visionnaires et l'éco-conception, les impacts environnementaux, la prise en compte des impacts environnementaux, c'est vraiment un enjeu commercial, mais au-delà, quoi. Il faut y croire, il faut vendre quelque chose. Et puis on vend aussi, pour un chef d'entreprise, on vend aussi quelque chose au sein de l'entreprise. On fédère les gens autour d'un projet qui ne peut être que moteur pour les employés. Il y a une étude du pôle éco-conception qui est sortie l'année dernière qui portait sur, de mémoire, environ 150 entreprises européennes et aussi nord-américaines. Sur les retours et les retombées économiques de l'éco-conception. Dans 96% des cas, on avait au minimum un bénéfice sur l'activité de l'entreprise. Donc c'est une vision économique de l'éco-conception, bien sûr. De toute façon, l'entreprise est là pour faire tourner un système économique, mais sans un minimum de conviction et d'adhésion du personnel, effectivement, on tombe dans le greenwashing qui est vite dénoncé par les consommateurs et puis qui ne fait pas l'adhésion non plus du consommateur. Alors, il y a un moment donné, il faut que les professionnels ou les particuliers puissent faire la différence. Il y a certains produits, Catherine Hung, qui sont quand même assez complexes dans leur mise en œuvre. On parlait de peinture ou d'autres produits qui sont très complexes, où il y a énormément de composés. Et quand on est un simple particulier ou même un professionnel, y compris aguerri, il est difficile de faire le choix entre un produit et un autre et savoir à quel point on va effectivement, puisque c'est notre sujet aujourd'hui, améliorer la qualité de l'air intérieur en payant un peu plus une peinture qui se présente comme étant plus vertueuse. Vous travaillez sur des matériaux moins émissifs avec le CEREMA. Comment ça se passe? Quelles sont les actions que vous menez?
vous m'entendez. Au niveau du CEREMA, on ne travaille pas forcément sur les matériaux, mais c'est plutôt, on a vocation à plutôt former, à diffuser la connaissance sur ce type de matériaux. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est la question de l'étiquetage derrière. Sur ce type on va dire, de démarche, qui est plutôt une démarche de qualité, d'avoir une vision un peu plus globale sur la qualité de l'air intérieur. Ce matin, on a parlé donc de système de ventilation. En fait, c'est toutes les possibilités, toutes les méthodes qui s'offrent à nous pour pouvoir améliorer la qualité de l'air intérieur. Donc, il y avait forcément les équipements liés au logement. On a parlé également d'usage. Il y a maintenant forcément tout ce qui est produit de construction, tout ce qui est lié aux sources. Il y a un nombre de panels d'outils qui existent aujourd'hui, qui sont pas forcément connus malheureusement du public en général, qui sont un peu plus connus des professionnels, notamment donc on a pas mal parlé ce matin, donc tout ce qui est étiquetage des matériaux, donc ça s'est fait en parallèle, donc c'est un visuel qui est en parallèle des étiquetages de performance énergétique. Qui est une classification de A+ à C, A+ étant les matériaux les moins émissifs. Donc c'est sur une base de critères donc d'un nombre de 10 composés organiques volatiles qui sont reconnus d'un point de vue sanitaire les plus à risque pour l'homme, pour les usagers. Ensuite, donc, il y a la classe A, B jusqu'à C, C étant l'étiquetage le plus émissif. Ces valeurs donc sont basées sur ce qu'on appelait, donc ça a été défini également ce matin, donc sur les valeurs de concentration de limite d'intérêt, donc de l'ANSES, qui ont fait des études pour confronter justement les risques sanitaires vis-à-vis donc de ces composés organiques volatiles, dont fait partie le formaldéhyde et les composés organiques volatiles totaux. Donc cet étiquetage a pour vocation d'émettre une information qui est, on va dire, simple et lisible pour l'usager, mais également pour le maître d'ouvrage quand il s'agit de monter un marché. La seule obligation des entreprises est d'apposer une étiquette. Il n'a pas vocation, donc, une formalisation de réaliser des essais, sachant que pour pouvoir apposer cette étiquette, il y a forcément des protocoles qui ont été normalement mis en place, qui répond à une normalisation ISO 16000, qui est un peu le protocole appliqué par différents organismes reconnus, que ce soit en France ou en Europe ou à l'étranger. Donc les produits qui sont concernés par l'étiquetage, donc c'est les produits qui émettent des produits de construction et de revêtement qui émettent des polluants dans l'air intérieur. Donc c'est principalement, on va dire, dans une pièce, c'est tout ce qui est visible, mais également ce qui permet d'appliquer ces produits. Donc c'est tout ce qui est colle, vernis, adhésif, etc. Donc c'est tous ces éléments qui peuvent, une fois appliqués, peuvent continuer à émettre des polluants dans l'air intérieur. Donc je précise bien que ce n'est pas on va dire une information sur lors de la pose, hein, c'est-à-dire qu'en tant que particulier, au moment où je fais mon bricolage, je vais mettre en place un système d'équipement de protection individuelle. Là, c'est vraiment à l'usage, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est appliqué, le produit va continuer à émettre des composés organiques volatiles dans le temps et un matériau qui va être étiqueté A+ va en émettre moins. Un produit ne va jamais ne pas émettre du tout de composés organiques volatiles. Il faut savoir qu'il y a des centaines de composés organiques volatiles qui existent et effectivement ceux qui sont listés sur la liste sont les principaux ceux qui ont été listés émettant le plus de risques pour l'homme. Donc c'est quand même par rapport à un usager. Hein, ce matin, une dame posait la question sur les outils qui étaient mis à disposition pour un public non sachant. C'est un dispositif, en l'occurrence, qui peut permettre donc à un public, mais également à un maître d'ouvrage, de pouvoir faire un choix sur un produit qui serait moins émissif en polluant. Notamment, par exemple, en tant que parent, si on souhaite mettre en place une peinture dans une chambre, pour une école également, de pouvoir utiliser des produits moins émissifs, de le préciser dans les marchés par exemple. Ce qu'il faut préciser aussi donc vis-à-vis de ce système d'étiquetage, donc c'est pas le seul outil qu'il existe. Donc il y a d'autres outils donc en dehors de cette réglementation qui est une réglementation française, hein, donc
on est un petit peu en pointe de ce côté-là. Et ça permet également donc c'est un outil qui est rentré en vigueur réglementairement parlant depuis le 1er janvier 2012 pour les nouveaux matériaux et depuis le 1er septembre 2013 pour l'ensemble des matériaux. On se rend compte que c'est pas toujours forcément appliqué, mais voilà, c'est une première information intéressante. Ensuite, il existe un certain nombre d'informations, donc type écolabel, certification, protocole, classification, qui sont pas forcément facilement lisibles. Et donc il y en a beaucoup, ce qu'avait déjà relevé l'ADEME à l'occasion. Il y a quand même beaucoup de labels environnementaux. Pas mal. Je vous ai mis dans ce tableau-là, donc ça peut vraiment être à titre informatif, les logos correspondant à leurs usages. Ou alors au type de produit qui en plus n'est pas forcément, il n'y a pas un logo pour tout type de produit, ça serait l'idéal, mais ça n'existe pas. Il faut faire attention aussi, donc quand on parle de matériaux sains, il faut les différencier bien sûr des matériaux naturels. Un produit naturel, bio, l'amiante, naturel, pourtant c'est pas un matériau sain. Donc il faut vraiment faire attention sur ces types de définitions. Quand on essaye de lire quand on essaye d'aller un petit peu plus loin sur les ingrédients qui sont disponibles dans les peintures, dans les colles, quand on n'est pas chimiste, on devient vite dépassé. Donc c'est vrai que c'est ce type d'informations qui peuvent nous apporter une information sur les émissions de qualité de l'air intérieur, donc sur leur toxicité, mais sur les émissions de polluants, mais également sur un aspect environnemental, sur des aspects qui sont autres que la qualité de l'air intérieur. Ce qu'il faut préciser également, c'est que tous ces produits sont pas forcément disponibles en France. Là, on a un panel de matériaux. Je vous ai mis les petits drapeaux correspondants en face. Il y a des panels de matériaux en termes d'efficacité. En France, on peut citer notamment Nature Plus ou Ange Bleu, qu'on trouve un petit peu plus. Ange Bleu étant un label allemand, mais qu'on trouve également en France. Mais voilà, c'est pas forcément des labels qui vont sauter aux yeux, qui sont forcément connus du public. On peut citer également NF Environnement, Écolabel, qui sont peut-être des labels qui sont un petit peu plus connus. Écolabel, étant un label européen, celui-ci, je pense qui est encore plus exigeant que le NF Environnement. Mais en termes d'exigence, c'est quand même un peu plus des labels, on va dire, européens, des labels nordiques qui sont mis en avant, qui sont pas forcément. Donc vous établissez quand même une hiérarchie, ce qui veut dire qu'il faut déjà être un peu un expert des labels pour pouvoir faire le. Disons que si on repère déjà ces labels qui sont listés là plutôt dans ce deuxième slide, on a peut-être un peu plus, c'est une vigilance et c'est déjà un apport d'information par rapport aux produits d'émission de polluants. Est-ce qu'il y a des contrôles derrière? Vous disiez tout à l'heure, c'est une déclaration sur une base ISO 16000 des fabricants, mais y a-t-il des contrôles? Parce que depuis qu'on parle de ces sujets, il y a eu sans être trop dans la caricature, mais on a vu des bœufs qui auparavant hennissaient avec les scandales de la viande de cheval. On a des constructeurs automobiles qui se trompent vraiment lourdement dans leurs mesures. On a des petits soucis comme ça. Donc, est-ce qu'il y a l'espoir d'avoir de temps en temps des contrôles sur ces sujets? Il y a des contrôles systématiques. Alors, si on va revenir au slide précédent, il y a effectivement, il y a des organismes qui sont contrôlés, mais c'est pas des contrôles systématiques sur le produit. Par exemple, il y a quand même des contrôles ponctuels qui existent. Il y a des contrôles ponctuels qui existent. Alors, par exemple, la certification ACRMI, donc c'est une certification sur les produits isolants. On peut parler de produits isolants, donc j'ai parlé d'amiante tout à l'heure. On peut se poser la question sur l'effet cancérigène des fibres d'isolant. Il faut savoir que ACRMI possède aussi une certification, ce qu'on appelle ECEB, qui confirme la non-cancérogénité, je ne sais pas si ça se dit, de ces types de matériaux. Donc oui, il y a effectivement, il y a quand même un contrôle au niveau des produits, mais ce n'est pas systématique. Donc encore une fois, tout ce qui est lié à un label, ce n'est pas une obligation, mais une déclaration. Pareil, je vais vous parler également de ce qu'on appelle les fiches déclaration d'environnement, les FDES, les fameuses FDES, donc c'est les fiches déclaration environnementales et sanitaires, qui sont encore une fois donc des fiches à titre déclaratif, c'est une démarche volontaire donc des fournisseurs, donc pareil qui est définie par une norme. Tout à l'heure on a parlé d'analyse de cycle de vie, donc les FDES en tiennent compte.
Mais encore une fois, c'est un certain nombre de matériaux. Il y a énormément de produits chimiques. Tous les produits chimiques sont pas forcément intégrés à un produit en particulier. Donc voilà, c'est pas forcément évident. Je suis d'accord avec vous. C'est un peu une jungle d'informations qu'on nous. Il y a un sentiment qu'il faut être expert des labels pour pouvoir les distinguer entre ceux qui sont uniquement déclaratifs, ceux qui sont testés. C'est sûr qu'en termes de visuel, ça demande encore énormément d'informations et de diffusion de. Il y a un guide d'ailleurs de l'ADEME sur les labels européens, les écolabels qui est sorti, qu'on peut se procurer. Il y a aussi l'équivalent en ligne, donc on peut aller effectivement voir ce qui est derrière, ce qu'on peut trouver derrière chaque label et ce que ça représente. On a 400, des labels de démarche de qualité, donc plus de type Passive House, LEED, etc., qui est vraiment une démarche de qualité au sens général, mais pas uniquement sur un produit, mais effectivement c'est un document qui est très riche d'enseignements. Alors vous travaillez, le CEREMA dispose d'un laboratoire donc à Autun, c'est là où vous travaillez, Catherine Hung, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc le CEREMA est né au 1er janvier 2014, mais on existait déjà bien avant. C'est un regroupement en fait, des CT. C'est une fusion donc de centres d'études techniques donc qui a vocation dans un premier temps historiquement de travailler sur les routes. C'est les anciens laboratoires des ponts et chaussées. Donc à vocation activité plutôt routière et ouvrage d'art. Et on s'est développé depuis une vingtaine d'années maintenant sur la partie bâtiment. Donc on a pas mal effectivement de personnes qui ont des compétences en ventilation, en perméabilité à l'air, étanchéité à l'air. Puis depuis 5 ans maintenant sur la partie qualité sanitaire des matériaux. Et c'est vrai qu'on est pas mal demandé, donc un peu plus on va dire sur la partie radon, puisqu'on est très concerné en Bourgogne-Franche-Comté. Ça fait quelques années qu'on travaille avec nos collègues franc-comtois. Sur des diagnostics en bâtiment. Encore une fois, c'est une demande qui est pauvre de par certainement la réglementation en place au jour d'aujourd'hui, et qui commence à se développer parce qu'effectivement on se retrouve avec des bâtiments qui sont de plus en plus calfeutrés, on se répète, mais qui sont de plus en plus calfeutrés et pour lesquels les systèmes de ventilation n'ont pas forcément été mis en œuvre de manière efficace, et pour lesquels l'interface sol-bâti ne sont pas étanches et n'ont pas été prises en compte dans l'isolation du bâtiment. Alors ce que j'ai appris en discutant avec vous, c'est qu'on peut faire appel au CEREMA pour faire un diagnostic sur un bâtiment construit. Oui. Alors, dans quelles conditions? Ça peut peut-être intéresser une partie de notre auditoire. C'est diligenté par une demande publique ou comment le CEREMA intervient pour diagnostiquer? Parce que on voit que finalement dans ces bâtiments performants énergétiquement mais qui posent des problèmes de qualité de l'air intérieur, souvent ce qui manque c'est ce regard a posteriori une fois que ça a été construit. On a décrit que ce serait très bien, et puis finalement, quand on fait des mesures, c'est peut-être pas aussi bien que ça sur le plan de la qualité de l'air intérieur. Comment on vous sollicite et comment êtes-vous amené à mener des diagnostics? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, on a pas mal plutôt des prestations liées au radon, puisque c'est une thématique qui est liée à une réglementation au jour d'aujourd'hui. C'est une réglementation donc dans les lieux ouverts au public, donc majoritairement c'est des écoles, des établissements d'enseignement qui nous contactent. Ensuite, on est contacté un peu plus ponctuellement pour des analyses de qualité de l'air intérieur, donc suite à des syndromes de bâtiments malsains, j'allais dire. Donc c'est des irritations, des odeurs un peu particulières qui ont été constatées par les usagers, donc c'est des bureaux principalement, et dans lesquels on a mis en place donc des systèmes de mesure de qualité de l'air intérieur, comme ce qui a été fait dans Défi Bâtiment Santé, et donc on analyse donc les sources, les usages, les équipements qui sont mis en place pour pouvoir apporter des solutions à ce type d'intervention. Et vous collaborez aussi avec l'Observatoire régional de la santé? En fait, on collabore avec l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Et Tony Foglia, non, vous ne collaborez pas avec Catherine Hung. Dommage, parce que vous avez un enchaînement, mais ça tombe un peu à l'eau. Tony Foglia, donc vous êtes responsable d'études, docteur en économie de la santé à l'Observatoire régional de la santé. Alors c'est intéressant, c'est un organisme de recherche appliquée. C'est ça. C'est pareil, on est un peu sur le même sujet qu'on abordait à l'instant avec le CEREMA, c'est avoir un regard sur ce qui se fait, sur les matériaux, ça consiste en quoi cet organisme de recherche? Alors c'est une association loi 1901 qui existe depuis maintenant un peu plus de 30 ans. La vocation première, c'est mettre en place des travaux ou analyser des données dans le champ de la santé publique au sens large. Donc on ne travaille pas uniquement sur la santé environnement. C'était pas le gros de nos travaux. Mais de plus en plus, on travaille sur des travaux justement mettant en lien la santé et l'environnement. Alors toujours en étant dans un axe santé publique au sens large. On va pas rarement sur des études très très précises. On est plus sur des approches systémiques.
Donc on a 4 missions, hein, une mission d'observation, une mission d'accompagnement méthodologique, une mission d'information au grand public. On met à disposition l'ensemble de nos travaux gratuitement sur notre site. Et puis une mission d'analyse des données, donc sur des bases de mortalité, de morbidité, etc. Et on peut avoir des données de ce type-là. Vous êtes d'ailleurs financé aussi par l'ARS, en partie, oui. On a un financement, un peu moins de 50% par l'ARS. Le gros des financements ARS, justement, c'est sur des travaux. J'en ai cité 2. Hein. C'est en partie des travaux sur la santé environnement. En ce moment, on travaille sur le diagnostic pour la mise en place du PRSE3, ça a été dit ce matin. Hein. Donc l'idée de ce diagnostic, hein, c'est de faire un état de l'art sur les données qui existent dans la zone, sur la santé environnement, donc mortalité, morbidité, bref, tout l'aspect santé, mais quel lien ils vont avoir avec les données d'environnement. Donc on essaie de créer des ponts, c'est pas forcément simple, parce que c'est très cloisonné encore. Hein. Donc ça, c'est des travaux un peu d'ordre général, diagnostic, et puis on fait des travaux un peu plus précis, de type EIS, ça j'en parlerai un peu plus tard, c'est des travaux qui s'appellent les évaluations d'impact santé. Et donc potentiellement, il y aurait des ponts à créer entre le bâti, l'environnement physique au sens large, et puis la santé par le biais de cet outil. D'accord. Donc vous êtes amené à travailler par exemple sur des plans locaux d'urbanisme. C'est ça. Intercommunaux. Ça, oui, je pourrais détailler un petit peu plus tard. Juste pour dire un peu j'avais pris 2 exemples de travaux pour dire un peu ce qu'on pouvait faire. D'un côté sur des travaux je vais cliquer, je peux le faire. Allons-y. Deux types de travaux qu'on peut faire. Bon, c'est parmi tant d'autres. Hein. C'est des travaux, par exemple, d'approcher des risques allergènes de l'habitat. Donc ça, c'était une étude qu'on avait fait sur 680. C'était une évaluation d'un dispositif. Et donc on avait un peu mesuré différents types de risques allergéniques. Hein. Bon, on en a parlé ce matin, donc je vais aller très vite. Hein. Pour voir si ce dispositif CMEI était pertinent, efficace, ou tout ce qu'on veut, on a essayé de mesurer des risques avant et des risques après. Donc on a mesuré 6 types de risques, la ventilation, présence de VMC, ventilation naturelle, etc. On a mesuré aussi un risque humidité-moisissure, un risque acarien, un risque autre allergène biologique. Un risque polluant chimique et puis un risque comportement. Alors le mot comportement questionne, mais on pourra en discuter. Si vous dites comportement, on va avoir une question de la salle. Voilà, mais je le dis, allez hop. Comportement, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met essentiellement tabagisme passif et puis tabagisme actif et puis ventilation. Donc qu'est-ce qu'on voit dans nos 680, un peu plus de 680 logements bourguignons sur l'ensemble des 4 départements? Que le risque le plus important, c'est le risque ventilation. Juste pour dire, hein, il n'y a pas un seul logement qui présente 0 risque. C'est systématiquement, il y a un risque qui est faible, moyen ou fort. Mais en gros, voilà, il y a les scores moyens de risque ventilation dans les logements qu'on a évalués, c'est 53 sur 100. Ensuite, on passe sur les risques comportement, donc tabagisme passif et puis ventilation, le fait d'ouvrir les fenêtres, hein, à 39. Ensuite, on passe sur les acariens, les polluants chimiques, et puis en dernier, l'humidité moisissure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on justement on a pu faire une mesure avant-après, et Laurent parlera plus tard, mais on montre quand même qu'il y a un effet de ce type de dispositif sur la diminution des risques, donc c'est des diminutions significatives. Alors l'écart entre l'attendu et le réel, on voit souvent qu'il y a un petit décalage. L'attendu, c'est qu'est-ce que ça aurait donné si l'ensemble des conseils auraient été pris en compte. Et puis le réel, c'est il y a une partie des conseils qui ne sont pas pris en compte, notamment pour la ventilation, parce que c'est souvent les éléments qui sont les plus coûteux. Voilà, ça c'est un type de travail qu'on peut faire. Et puis un autre type de travail qu'on fait, c'est les évaluations d'impact santé. Donc ça c'est un truc un peu plus général. Hein. On est sur des approches un peu pluridisciplinaires, des approches systémiques. Donc je vais vous donner la définition. Hein. Ça vient du consensus de Göteborg, de l'OMS. Donc en gros, les EIS, c'est des procédures, des méthodes par lesquelles n'importe quel type de projets qui sont hors santé vont être jugés par rapport aux effets potentiels qu'ils peuvent avoir sur la santé d'une population, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui peuvent être indirects ou directs,
Mais on questionne aussi non seulement l'effet global, mais aussi la distribution de ces effets en posant la question des inégalités de santé. Parce qu'on sait que c'est très marqué dans les projets et dans la réceptivité des projets. Donc en gros, on a une politique, l'idée c'est d'identifier des changements potentiels sur la santé pour essayer de les minimiser. Donc on se base sur un modèle qui est très systémique, c'est le modèle de Dahlgren et Whitehead, c'est un modèle assez classique en santé, en promotion de la santé. Donc à chaque projet, on va questionner l'ensemble des déterminants de la santé, du niveau individuel, qu'est-ce que ça va impacter au niveau des facteurs individuels, qu'est-ce que ça va impacter au niveau des habitudes de vie, alors ça parlera mieux à la psychosociologue, les habitudes de vie, qu'est-ce que ça va impacter en termes de communauté, en termes d'économie locale, d'activité service, environnement bâti, environnement naturel. C'est l'idée en fait d'approcher l'ensemble des déterminants et puis essayer de trouver des consensus parce que ça va impacter positivement certains déterminants, négativement d'autres. Donc c'est jamais parfait, on l'a vu depuis ce matin. Et du coup, c'est de faire un arbitrage parmi l'ensemble de ces déterminants et de l'impact que ça va avoir sur la santé. Et ça, je la passe. Quoi qu'elle est intéressante, non, je la passe. On m'a dit de la passer, je la passe. Juste quel type de projet on peut accompagner en mettant en place ce type d'évaluation d'impact santé? C'est l'ensemble des projets hors santé. Donc le plus gros qui ont été réalisés dans le monde à l'heure actuelle, c'est essentiellement des projets d'environnement, de logement et d'urbanisme. Donc des projets d'agglomération, des PLUI, des choses comme ça. Mais aussi du logement, de la réhabilitation de l'habitat ancien, par exemple en Suisse, ça se met en place. Juste une petite dernière information, le IES, c'est très très récent en France, il n'y en a que 10 réalisés à ce jour en France, alors que dans des pays comme le Québec, la Suisse, la Belgique, on est plus... c'est plus systématisé. Donc on essaye de pousser à ça en fait. Et par rapport à la qualité de l'air intérieur, donc c'est un des paramètres qui va entrer dans l'EIS. Mais ça va questionner non seulement l'environnement intérieur et l'impact que ça va avoir sur la santé, mais aussi ça va mettre aussi on est souvent dans des approches très cloisonnées. Donc cet outil-là nous permet d'un peu de décloisonner en questionnant l'arbitrage qu'on doit faire entre intérêts économiques, intérêts sociaux, intérêts environnementaux et santé. Donc c'est intéressant parce que ça permet le débat. C'est vraiment un outil de débat. Très bien. Suzanne Déoux, vous avez pris quelques notes. Donc c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on peut avoir une note optimiste quand même, parce qu'on parle là aujourd'hui matériaux, études d'impact. C'est vrai que quand même on a fait des progrès depuis 5 ans, 10 ans. Je pense que le Grenelle de l'environnement, quand même s'il faut dire garant de l'environnement et pas Grenelle de l'environnement, ça a été quand même un élément moteur. Et les associations ont joué quand même pas mal. Et d'ailleurs, et l'étiquette, par exemple, quand même, il y a eu un rôle du monde associatif pour vouloir une information. Donc ça, c'est quand même bien. Bon, tout n'est pas rose, bien sûr. Même si on a fait un pas, c'est sûr que c'est pas totalement parfait, mais on est quand même pionnier. Cette étiquette, on est les seuls à avoir fait ça, donc il faut quand même le dire de temps en temps quand il faut faire un cocorico et pas toujours s'auto-flageller, parce qu'on a l'habitude en France. Donc ça, c'est déjà le point positif. Bon, vous comprenez que quand on fait des compliments, après, pof, on se prend un détail moins bon. Bon, c'est vrai que quand même non plus, il faut pas être naïf. Effectivement, c'est une déclaration, cette fameuse étiquette. Moi, je mettrais un bémol par rapport au grand public. C'est pas un bémol que je suis seule à avoir mis, que Choisir a fait tout un numéro là-dessus il y a déjà un an et demi. C'est que les mesures sont faites à 28 jours. Donc, c'est des émissions pour le long terme. C'est surtout important pour les peintures. Pour tous les autres matériaux, il n'y a pas de souci, c'est intéressant. Parce que un revêtement de sol, que vous ayez la mesure à 28 jours, c'est pas une problématique. Mais pour un produit liquide, comme une peinture, une mesure à 28 jours ne protège pas le grand public. Et là, quand même, c'est bien, il y a une étiquette sur les pots de peinture dans les grandes surfaces de bricolage. Il y a quand même toujours des conseils à donner, et les espaces Info-Énergie, tous ceux qui donnent des conseils, doivent bien l'intégrer, de quand même toujours conseiller aux gens qui font leur peinture chez eux et qui y logent, surtout, soit s'ils peuvent partir un petit peu en week-end après avoir fait les travaux de peinture, soit pas le faire pendant une grossesse, parce que le pic d'émission est dans les 3 jours.
Et ça, c'est pas pris en compte. Et qu'elle soit en phase aqueuse, qu'elle soit en phase solvant. Donc ces 3 jours ne sont pas pris en compte. Et c'est le durcissement du film. Donc le A+, est une fausse sécurité pour le grand public. Et ça n'empêche pas certaines expositions et certains problèmes. Voilà. Donc c'est un petit bémol, mais qui est valable uniquement pour les peintures. Bon, parce que c'est un peu valable aussi pour l'école, pour les produits de pose, mais c'est pas un produit d'utilisation aussi fréquente que les peintures. Voilà. C'est le petit bémol. Sur les labels, vous avez montré tout ce qu'il y a, c'est vrai que c'est un peu la jungle, hein. Mais je pense que quand même, un label, il y a une mesure. Il y a, donc à la différence de l'étiquette, il y a eu quand même un contrôle. Bon. Et il y a des labels qui sont exigeants. Moi je pense que c'est pas très compliqué. Il y a, pour les produits de pose, les mycoses, EC1+, par exemple, ou EC1 par exemple pour les vernis, c'est un très bon label qui complète l'étiquette. Parce que la seule petite variante, c'est sur le formaldéhyde, ce qui mesure le formaldéhyde à 3 jours et pas à 28 jours, donc c'est pas le même chiffre. Bon, mais si on dit qu'on veut un produit de pose qui a les mycodes EC1+, et A+, on est quand même avec un produit vraiment très faiblement ici et contrôlé. Pour le label goutte, pour les moquettes, puisque les moquettes, contrairement aussi, là aussi, il y a des idées reçues qu'il faut de temps en temps faire tomber. C'est vrai que les moquettes en résidentiel posent une problématique pour le développement des acariens, parce qu'ils sont tombés du lit qui est leur résidence principale et qui continuent à se développer dans la moquette. Mais en milieu tertiaire, ici, dans cette moquette, si on fait une mesure, il n'y aura pas d'acariens. Donc il faut aussi arrêter de généraliser. Et il y a des moquettes, quand elles ont le label goutte, c'est mieux que le A+. C'est un label très contraignant qui a été fait justement par les industriels parce qu'ils vendaient plus de moquettes et qu'ils se sont dit il faut se faire de la qualité pour essayer de vendre. Donc je crois que voilà, il y a déjà, on a quelques petits jalons qui quand même aident pas mal. Bon, par contre le N9 environnement, bon, surtout pour l'école, alors le référentiel existe. Il n'y a aucun produit labellisé. Donc vous pouvez toujours le dire. Et ça, c'est depuis déjà 15 ans. Hein. Il y a souvent des référentiels qui existent, mais les industriels n'ont pas voulu, ça n'aura pas plu, et personne n'y est allé. Donc vous n'avez aucun produit. Par exemple, pour le N9 environnement, colle. Hein. Voilà, bon, après... Sur les matériaux de construction, parce qu'on peut, en tant que professionnel ou en tant qu'architecte, hésiter entre différents types de matériaux. On voit qu'il y a des architectes qui, sur des projets assez ambitieux, vont carrément se fournir pour des panneaux bois en Allemagne ou... Bon, alors maintenant, là aussi, il faut un peu... Bon, si pendant un certain temps, on était en retard, on a, d'ailleurs les Allemands nous disent, vous avez été en retard, mais maintenant vous allez trop vite. Pour une fois qu'on va vite, ça va pas... Quand on fait le bilan global, aller chercher des panneaux en Allemagne, l'ADEME dirait que c'est pas très bon. Non, mais moi je suis entièrement d'accord aussi. Parce que maintenant, on sait faire, il y a de l'éco-conception, là, donc tous ces industriels ont été motivés à améliorer leurs produits, et ça vous l'avez démontré. Donc, faut pas non plus... chercher des trucs, le mouton à 5 pattes. On a des produits qui sont accessibles. Par contre, il faut avoir des prescriptions. C'est-à-dire que, par exemple, dans la filière bois, ils ont certains... De toute façon, le fameux formaldéhyde dont on a parlé ce matin. Il y a 3 façons de s'en débarrasser dans les produits. Soit on ne le met pas, donc on change et on met par exemple une colle polyuréthane. Okay. Soit on le met, mais on l'empêche de sortir. Donc, on met un vernis étanche et donc il y a beaucoup de produits bois qui utilisent ça, des vernis parquets par exemple, qui ont un effet de barrière. Et soit on le met et on y ajoute, alors ça fait bien un piégeur, un scavenger, un piégeur, c'est-à-dire une molécule qui va réagir avec le formaldéhyde et qui va faire qu'il y ait toujours ce formaldéhyde, mais il ne va pas en sortir. Donc finalement, les industriels, ils ont toute cette panoplie, ils connaissent tous ces process, et ils arrivent quand même maintenant à nous sortir des produits, parce que moi, les produits bois étiquetés A+, c'est quand même fort. Parce que là, il y avait une contrainte sérieuse quand même, avec le 10 microgrammes. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus de A, mais on arrive, justement avec ces astuces, on arrive quand même à avoir plus. Donc, je trouve que cet étiquetage a été... ça a été bien parce que ça a été voulu de la base, ça a été voulu par les associations, d'avoir une information, qu'elle a été mise sur pied et qu'elle a servi de levier à une amélioration de toutes les filières. Voilà.
Un intérêt économique derrière ce qu'on disait, c'est que effectivement, il peut y avoir un intérêt aussi pour les entreprises de se distinguer de cette façon. Est-ce qu'il y avait des remarques de votre part ou des témoignages concernant l'emploi de certains matériaux ou sur certains projets? Est-ce que quelqu'un souhaitait prendre la parole? Oui. Bonjour, Laurent Boiteux, Bourgogne Bâtiment Durable. Simplement, on parle beaucoup et j'ai l'impression que celui que l'on vise depuis ce matin, c'est l'occupant, l'usager, l'habitant. On met le mot que l'utilisateur, le mot que l'on veut derrière. Mais j'ai pas encore entendu jusqu'à maintenant le terme d'artisan, de poseur, de compagnon. C'est la personne qui met en œuvre. Et je trouve que dès qu'on parle de qualité de l'air et de santé, souvent on s'intéresse à la personne finale, qui est celui de l'utilisateur, simplement de l'occupant des lieux. Mais on oublie la mise en œuvre à la fois, quand même, en priorité, je précise, sur la santé même des compagnons qui interviennent, mais aussi sur le besoin qu'ils ont, eux, dans leur bonne pratique, de trouver les bons éléments pour poser. Parce que derrière la prescription, le choix des bons produits, encore faut-il qu'il y ait le savoir-faire et la mise en œuvre pratique de ces bons produits. Parce qu'on peut parfois prescrire des bons produits et puis que la mise en œuvre mette tout en l'air derrière. Une bonne ventilation qui est mal posée, c'est assez récurrent aujourd'hui, malheureusement, par exemple. Et ça n'a pas d'effet bénéfique pour quiconque, y compris pour les compagnons. Donc je voulais simplement, il n'y a même pas de question, mais rappeler qu'il y a des gens qui construisent des bâtiments et je pense qu'il faut les intégrer dans notre réflexion. C'est pas si facile que ça, mais que c'est nécessaire. Merci pour cette remarque. Oui, autre remarque à l'autre bout de la salle ou question d'ailleurs sur ce sujet? Fabio Sicurella, Bureau Planaire. Je voulais savoir, donc on a vu les concentrations de différents polluants donc, qui sont issus d'une certification et d'un étiquetage. Je voulais savoir si ces concentrations qui sont mesurées à 28 jours restent constantes après, par la suite. On peut considérer dans notre réflexion en termes de bureau d'études une décroissance de cette émission et si vous avez de lignes guides par rapport à la relation entre le débit d'air qu'il faut donner aux pièces par rapport à la concentration à différents niveaux d'étiquetage par exemple. Merci. Est-ce qu'il existe des grilles, Tony Foglia peut-être sur cette question, est-ce qu'il existe des grilles ou Suzanne Déhoux, c'est une question pas facile mais entre les débits d'air et les concentrations de polluants? Non, parce qu'il y a plus que ça comme variable. Hein, donc, c'est sûr que on en rêverait. Tout le monde en rêve de ça. Hein, des petites abacs, on calcule, tangétant. Bon, d'abord, il y avait deux parties dans votre question. Il y avait la première. Est-ce que les mesures que l'on fait à 28 jours reflètent finalement les émissions de long terme? En principe, oui. Hein, c'est-à-dire qu'en principe, pour les COV, alors on va parler un peu à part pour le formaldéhyde, mais pour les COV, c'est vrai que la mesure à 28 jours, c'est après un niveau relativement bas. Par contre, le formaldéhyde a une cinétique un peu différente. Et souvent, quand on donne le résultat, le laboratoire dit à l'état d'équilibre. Et souvent, ça peut être 25, 30 à l'état d'équilibre, mais lui, il va pouvoir émettre, il va dégazer plus longtemps. Donc pour le formaldéhyde, c'est un peu différent. Mais bon, si déjà il est à plus, c'est que déjà on part quand même de très bas. Hein, voilà. Je trouve que le marquage, alors on critique, c'est vrai que pour l'étiquetage, on critique parce qu'on dit il n'y a que 10 composés. Il y en a deux d'ailleurs, je ne sais pas très bien pourquoi ils sont, le trichloroéthylène et le dichlorobenzène, mais bon, parce qu'on ne le trouve pas tellement dans les produits. Mais donc on a 10 substances et les COV totaux, c'est ce que vous aviez dit. C'est vrai qu'on dit bon c'est pas tous les polluants qui sont émis. On a parlé au déjeuner, il y a des gens qui sont retrouvés avec du naphthalène alors que c'était des produits A+. Bon, ça peut arriver. Hein. Mais en tout cas, le A+, il est intéressant pour le formaldéhyde. Parce que quand même, là, ça a fait baisser pas mal les émissions. Là. Et donc, pour les débits et les concentrations, il y en a beaucoup qui réfléchissent, mais je crois que le CSTB même n'y est pas arrivé. Donc,
Mais il y a des études effectivement il y a des études qui sont faites effectivement sur parce que bon, là on parle d'un polluant qui va être étiqueté A+, d'un produit qui va être étiqueté A+. Dans la vraie vie de tous les jours, on utilise souvent plusieurs produits. Donc une paroi peut avoir un plaquage, ensuite par-dessus un placo, par-dessus on va venir mettre une peinture. Il y a des études qui ont montré que sur une enveloppe un peu complète, avec différents matériaux A+, qui ensuite ont été testés avec un renouvellement d'air de 0,5 m3, qui est un renouvellement d'air moyen, on va dire réglementaire, on arrive à retrouver effectivement une qualité de l'air intérieur correcte. Par contre, si on diminue le renouvellement d'air, sur cette fameuse étude donc de Qualitel, de mémoire, si on passe à 0,2 volumeur, on se retrouve avec des classes qui sont un peu plus différenciées. On a des polluants qui, voilà. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur différents types de produits, les essais sont faits dans une chambre d'essai. Dans la vraie vie, on se retrouve aussi avec des matériaux qu'on appelle buvards, donc tout ce qui est les tissus, les rideaux, etc. Et ces matériaux-là peuvent aussi absorber en fait les polluants et continuer à les émettre sur du long terme. Donc il y a un des messages qu'il faudrait faire passer aussi, c'est que on a la ventilation, on a aussi et surtout l'aération. C'est-à-dire après avoir posé, que ce soit au niveau de l'usager ou du bricoleur ou de l'artisan, c'est bien sûr d'aérer et c'est fortement recommandé juste après la période de pause et puis au quotidien dans votre logement. Est-ce qu'on peut envisager, Catherine Hung, des prestations de la part d'artisans ou de personnes qui interviennent dans le bâtiment, de mesures a posteriori? Parce qu'on voit que les outils de métrologie baissent quand même en prix, qu'on a des outils aujourd'hui accessibles alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant en termes de coûts. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, on voit qu'il y a une valise là pour l'énergie Franche-Comté, mais à disposition les outils de mesure, ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un service, parce que je sais pas, certaines entreprises ne pourraient pas proposer ce service? Est-ce que ça paraît réaliste économiquement? C'est pas forcément évident parce qu'il y a toute la partie métrologie. Maintenant, on est confronté à ce problème parce qu'on a différents capteurs aussi de mesure. Il y a effectivement aussi des appareils, ce qu'on appelle des radialos, donc qui sont des appareils de mesure passifs, qui ont été placés d'ailleurs pour des FIBAT, qui permettent de faire c'est des charbons actifs qui captent les polluants et qui ensuite on réalise une analyse en laboratoire. Au niveau du radon, il y a également, c'est un peu mon cheval de bataille, mais il y a également des capteurs qui sont disponibles donc auprès de fournisseurs pour tout public. Donc c'est une trentaine d'euros l'analyse qui comprend l'achat du capteur et donc le renvoi en laboratoire et la fourniture des résultats. Voilà. Mais une fois qu'on a un résultat, c'est une chose. Le pouvoir l'interpréter derrière, c'en est une autre. Et je pense que tout public peut avoir des mesures, mais la difficulté, c'est de l'interpréter. Et même nous, on se rend bien compte qu'en termes d'études de source, on n'a pas forcément les réponses à tout. Alors, ce qu'on peut redire, c'est que le CEREMA sert aussi de source, de centre de connaissances. Finalement, on peut avoir chez vous de l'information. Il y a des connaissances. Peut-être un mot sur ce point, puis Bénédicte Dolizé nous parlera aussi. Oui, tout à fait. Alors, on travaille beaucoup en appui au service déconcentré. Donc, on travaille beaucoup pour les DREAL et DDT. Donc, il y a des guides de professionnalisation qui ont été rédigés, édités, des protocoles de travail, des méthodes de diagnostic, parce que notre vocation, c'est pas uniquement d'être prestataire, mais également de pouvoir former des personnes qui pourront être des futurs prestataires pour réaliser un diagnostic dans un bâtiment. Encore une fois, c'est de diffuser l'information pour que cette démarche de qualité globale dans un bâtiment soit favorable à notre environnement et puis pour ma part à la qualité de l'air dans lequel on respire. Donc oui, on réalise des formations, mais pour l'instant c'est plus au niveau service déconcentré et maître d'ouvrage. On commence à s'étendre un petit peu plus au niveau public, mais ça reste ponctuel. Et Bénédicte Dolizé, on parlait d'éco-innovation, d'éco-conception. Il faut savoir que pour les personnes que ça intéresse, ceux qui veulent aller sur ces terrains, il y a des aides qui sont mobilisables pour encourager justement ces démarches. Oui, tout à fait. Toute entreprise qui souhaiterait se lancer sur un projet, en somme toute innovant, et dans le cadre d'une démarche environnementale, peut bénéficier de différents types d'aides. Donc les aides à l'innovation qui sont financées soit par BPI France, soit par le Conseil régional, et dont on instruit les dossiers. Et puis des aides aussi de l'ADEME que l'on peut proposer, on peut aider les entreprises à préparer le dossier pour le déposer à l'ADEME.
On est aussi à l'affût de tous les appels à projets en cours, etc. Donc si une entreprise a un projet innovant, surtout qu'elle n'hésite pas à pousser la porte de la Maison régionale de l'innovation, et on pourra essayer de la conseiller. Sachant qu'il y aura les trophées éco-innovation qui vont être lancés pour des dépôts de dossiers, je crois, au mois de juin. C'est ça, la deuxième édition des trophées. La première édition s'appelait Éco-innover en Bourgogne. Donc la seconde édition va démarrer cette année. Le but est de récompenser des entreprises qui auraient eu des éco-innovations majeures, pas forcément en réinventant des choses tout à fait révolutionnaires, mais plutôt dans son aspect de l'application. Donc c'est ouvert aux entreprises de Bourgogne et de Franche-Comté. Et l'intérêt est de faire connaître les lauréats, bien entendu. On voit qu'après ça peut monter plus loin. Hein. Les lauréats de l'année dernière ont été accompagnés pour aller sur les stands de la COP 21, par exemple, cette année. Enfin. Et puis de faire connaître pas seulement les lauréats, mais tous les autres, parce que souvent on est embêté pour choisir les meilleurs. Mais voilà, ça donne aussi une visibilité globalement de tout ce qui se fait dans la région, parce que non seulement Cocorico, mais bourguignot, franc-comtois, Cocorico. On a aussi des entreprises très innovantes dans la région et il faut le faire savoir, je crois. Ça concourt à cette dynamique. Merci beaucoup Bénédicte Dolidze, Catherine Hung et Tony Foglia.